J'avais 13 ans, voilà. J'étais en jupe et j'étais dans la ligne 4 du métro et il se masturbait devant moi. Je me suis fait harceler sexuellement par mon beau-père et il y a aussi eu attouchement. J'ai subi des violences conjugales à l'âge de 19 ans. Donc il y a 2 ans, j'ai été agressée sexuellement par mon meilleur ami. J'ai eu 7 agressions sexuelles dans ma vie. J'avais 8 ans, 9 ans. Il m'a touchée. Il s'est masturbé sur moi. Je me suis fait agresser dans le RER. J'ai été violée, donc une fois dans ma vie. Pendant 15 ans avec un homme violent qui me battait. J'ai été violée par mon conjoint il y a 6 ans. J'avais 7 ans quand j'ai été violée par un ami de la famille. En 1994. Moi, je me suis fait violer 2 fois. Je me suis fait violer à l'âge de 15 ans par mon copain. J'ai été violée par mon beau-père. Donc un viol, c'est pas très long, une demi-heure, mais ça dure toute la vie. Donc on était plusieurs personnes dans une salle. On était là pour faire la fête. Et en fait, il y a eu une coupure de courant. Et cet homme-là s'est rapproché et m'a pris dans ses bras, a descendu ses mains donc, sur mes fesses et a commencé à caresser. Et il me bloquait les coudes, donc je ne pouvais pas débattre. Et j'ai crié non et je veux pas beaucoup de fois, mais personne n'a entendu. Il a essayé donc de mettre un doigt dans les fesses et plusieurs fois. Me faire harceler, disons, pour moi, c'était plutôt des compliments et j'en recevais énormément. Alors je me disais, c'est vraiment cool parce que du coup, je suis belle. C'était entre Châtelet et Gare du Nord. C'était un matin, il y avait plein de monde et un homme s'approche de moi, commence à me parler, me demande qu'est-ce que je fais, etc. J'avais mes écouteurs dans les oreilles. Et puis à un moment donné, je vois que le dialogue est un peu que d'un côté, donc j'arrête toute discussion. Et là, ça vient les insultes. Bah voilà, petite bourgeoise, petite pute, qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment qu'une salope habillée comme ça. Et à un moment donné, bah, le masque tombe et je demande de l'aide aux gens. Personne ne fait rien. La première s'est déroulée dans un cinéma. Le monsieur s'est assis à ma droite. Et puis tout d'un coup, j'ai senti une main sur ma cuisse. Je l'ai enlevée. Elle est revenue. Je l'ai enlevée. Elle est revenue. J'avais de plus en plus peur. Je ne comprenais pas. Et puis la main est remontée entre mes cuisses. Elle est allée dans ma culotte. Je ne connaissais pas le sexe. On n'en parlait jamais chez moi. Et c'est la première fois que j'ai été confrontée au sexe. Et du coup, j'en ai eu peur toute ma vie. On est tous les deux dans l'appartement. Et au moment où je passe, il me met la main sur la taille. Et il me regarde avec un petit sourire. Et ça se voyait dans son regard qu'il pensait qu'il y avait moyen, quoi. Et il me disait, va pas le raconter à ta mère, tu vas créer des histoires pour rien, blablabla. Après, il y a eu les vacances d'octobre, donc là, je suis rentrée chez ma mère. Et là, je l'ai revu, je l'avais pas vu depuis l'emménagement. Il m'envoie un texto, il me dit, je envie de toi. Cette fois-ci, j'ai eu peur parce que je me suis dit, ça fait 2 fois qu'on le remet dans les rails. Et il continue. Donc, est-ce qu'il comprend pas ou est-ce qu'il choisit de s'en foutre que je sois pas consentante? C'était en pleine nuit, j'ai été réveillée par la douleur en fait. Et donc quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a dit « Ah bah, j'essayais juste ». Puis ça n'a pas duré très longtemps, j'en ai parlé à personne. Et c'est après, en me documentant, que je me suis rendu compte que ça s'appelait un viol en fait. Il m'a encore plus fait comprendre que j'étais pas normale, qu'il fallait que je me masturbe, que c'était pas normal d'avoir mal et que le problème venait forcément de moi de toute façon. La première fois, c'était par un kiné. Il m'a dit que pour régler mon problème de hanche, ce qu'il faudrait, c'est d'insérer son doigt dans mon vagin pour atteindre le sacrum, pour le repositionner. J'étais dure comme du bois, comme un morceau de fer. Je me souviens vraiment de cette image où je prenais conscience que mon corps était extrêmement tendu, que mon cerveau il prenait conscience de tout ça. J'avais des larmes qui coulaient. Et donc j'ai pris conscience peu à peu qu'il avait complètement abusé de moi pendant tout ce temps-là.
J'étais naïve à l'époque, j'ai voulu partir avec lui, me promener en ville. Il me dit, bah écoute, viens, on va se changer ensemble. J'ai dit, ok, pas de problème, j'ai pas vu le danger. Et en fait, finalement, je me suis fait violer dans ce vestiaire de piscine lorsque j'avais 15 ans et demi. Je lui ai dit non, il m'a forcé, il m'a carrément plaqué contre le mur du fond du vestiaire. Et j'ai rien pu faire, étant donné que j'avais un petit gabarit et lui était assez costaud. C'était des violences physiques, mais aussi mentales. T'es pas belle, tu sers à rien, t'es conne, t'es grosse. Un jour, il m'a giflé parce que on était en pleine dispute. Sauf qu'un jour, la gifle s'est transformée en un coup de poing, jusqu'au jour où il m'a étranglée dans sa salle de bain. En tout cas, il a essayé de m'étrangler dans sa salle de bain. Et j'ai très vite compris ce jour-là que c'était soit lui, soit moi. C'était ce genre de personne, un ami de la famille, comme on dit. On ne sait pas trop d'où il sort, d'où il vient, mais il est là régulièrement, il nous garde parfois. Et me toucher, et me caresser, et me dire des gentillesses. Il aime bien me regarder, il aime bien enlever mes vêtements et prendre des photos. J'ai pas trouvé le courage d'en parler jusqu'à ce qu'il essaye vraiment de me violer. Parce que je me suis vue sur le lit, et lui, sur moi, qui allait me pénétrer, et je voulais pas. Donc j'ai été violée dans une tournante à l'âge de 14 ans par plusieurs personnes, plus d'une dizaine de personnes, de jeunes. Voilà, je traversais la cité pour aller chercher ce que ma mère m'a demandé d'aller chercher, et ils m'ont attrapée. Et en fait, ils m'ont violée chacun à leur tour. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait comme si de rien n'était. Parce que je voulais pas que mes parents le sachent. J'avais trop peur qu'ils pensent que c'était de ma faute ou autre. Donc jusqu'à maintenant, ils le savent pas. Il a toujours été violent parce que c'était quelqu'un de très angoissé. Mais je l'aimais très fort. Donc en fait, il me battait et surtout, il m'a envoyé des objets dans la figure ou il me jetait des objets et j'étais souvent blessée. Suite à un coup de poing, j'ai eu les dents cassées. Mon fils ne supportait plus. En fait, c'était horrible pour lui. Un jour, il me dit, maman, il avait 11 ans. Maman, si on ne quitte pas papa, je fugue. Et ça... Je grinçais des dents la nuit et ça dérangeait la fille des gens chez qui j'étais et du coup ils m'ont fait dormir avec lui. Et voilà, mon calvaire a duré une semaine. Je savais que c'était pas normal parce qu'il avait essayé de me tuer et il avait menacé de tuer toute ma famille si jamais j'en parlais à quelqu'un. Je suis allée chez lui et puis quand je suis arrivée, il m'a plus ou moins sauté dessus en fait sans me demander mon avis et j'ai été immédiatement tétanisée. Le fameux phénomène de sidération dont a beaucoup parlé Muriel Salmona, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai mis du temps à mettre un mot là-dessus. J'ai essayé de calmer le jeu, il m'a pas écouté. Il y a eu des pratiques qui ont été réalisées. J'ai dit non, il a recommencé. Et à partir de là, je me rappelle avoir un déclic, de me dire, je devrais dire non, mais j'y arrive pas. Ça a commencé un soir où j'ai senti un poids sur mon torse. J'avais 12 ans. Mon beau-père passait son sexe sur mon corps, il passait son sexe sur mon visage et j'ai bougé très, très fort parce que j'ai sursauté. Et quand je me suis rendu compte que c'était quelqu'un, j'ai paniqué. Et je n'ai pas parlé. Ça a duré à peu près 2 ans. Le temps que le signalement se fasse. En attendant, je restais dans le silence et personne ne le savait. Et j'avais l'habitude d'aller le voir, moi, quand ça allait pas. Parce que c'était mon meilleur ami, mon thérapeute, alors... Et il m'a proposé après de me masser gratuitement en me disant « ça va te faire du bien, t'es stressée en ce moment, ça va te faire du bien ».
au beau milieu du massage. Moi, j'étais dans un état un peu second. Quand on est dans un massage, j'étais complètement en confiance, complètement abandonnée. En fait, ça a été jusqu'à ce qu'il me masturbe, en fait. Et je crois qu'à ce moment-là, mon cerveau, il est un peu... il a grillé, entre guillemets. Et au lieu de dire non, de partir ou de réagir, en fait, je suis juste restée... j'ai juste rien fait, en fait. Donc j'ai appris après que ça s'appelait la sidération et que c'était normal. Le matin, déjà, quand je me levais, la première pensée qui me venait, et c'était pas du tout une pensée maîtrisée, c'était même des pensées qui me surprenaient, c'était j'ai envie de crever. Et je me disais, pourquoi je pense ça, c'est bizarre, et je me reconnaissais pas, et c'était vraiment des pensées parasites qui venaient comme ça parfois dans la journée, de vraiment envie de mourir. Et ça m'a fait peur. Je savais pas ce que je voulais, je savais pas si je voulais porter plainte ou si je voulais, j'en sais rien. Je voulais le dire en tout cas parce que c'était grave. Et le policier m'a dit je peux pas prendre une plainte parce qu'il n'y a pas assez de preuves. Comme mon père a dit, en fait, je l'ai dit à mon père il y a 1 an, et il m'a dit ah mais ma chérie, faut que tu apprennes à dire non, faut que tu apprennes à te protéger quand même. Et du coup, j'ai pas porté plainte parce que j'ai peur d'avoir des questions comme ça de la part des policiers. Et j'étais très très mal reçue par la police, donc une plainte pour l'instant non, peut-être plus tard, mais quand les choses changeront peut-être, mais pas dans l'immédiat. J'ai essayé d'aller porter plainte et on m'a dit que mon histoire était pas très cohérente. On m'a traitée plus ou moins de menteuse. J'avais peut-être 12 ans à ce moment-là. J'ai porté plainte après 1 an et demi. Il a été condamné à 4 mois avec sursis et 800 € d'amende. J'ai porté plainte, pas tout de suite, mais j'ai porté plainte après, oui, j'ai porté plainte. Je crois qu'il n'y a pas eu de suite. J'ai décidé de porter plainte. Il a été protégé par l'ordre des kinés. C'est ce que les flics m'ont dit. Et donc l'affaire a été classée sans suite. J'ai porté plainte à l'âge de 18 ans. Et cet été, j'ai reçu un coup de téléphone de la policière en charge de l'enquête qui m'a dit qu'il n'y avait pas et qu'il n'y aurait pas eu d'enquête. Puisque aujourd'hui, il a refait sa vie, il est marié, il a 2 beaux enfants, une femme. Et que du coup, on n'allait pas briser sa vie et qu'il y avait beaucoup plus grave et plus urgent que cette histoire. Donc là, j'ai déposé plainte cette fois. Et je suis passée aux assises là, au mois d'octobre, le 3 et 4 octobre. Mais j'ai perdu mon procès. Et je viens de recevoir la réponse du tribunal qui classe le dossier sans suite. M'a informé que par rapport à la situation, qu'elle voulait classer sans suite ce dossier. De pouvoir en parler et d'être cru aussi, ça fait du bien. Pas une seule gifle, pas un seul. Faut partir. Aujourd'hui, j'avance, je me reconstruis et briser le silence. Voilà. Je ne crois pas qu'on puisse être en guerre avec les hommes. Je crois au contraire que plus on se respecte, plus on s'aime. Quiconque est victime de violence, c'est pas de sa faute. Et c'est bien de s'en rappeler parce que quand on subit ça, on a tendance à se culpabiliser pendant très très longtemps. Moi, ce que je veux, là, c'est arrêter d'avoir peur d'eux. Moi, je fais des cartons. Donc, je fais des cartons principalement sur les violences faites aux femmes depuis qu'il y a eu la marche MeToo. L'affaire Weinstein et l'avalanche de témoignages, ça a vraiment généré quelque chose de chez moi très particulier, mais que je ne peux même pas identifier en termes de mots, tellement c'est fort. J'ai même pas le vocabulaire pour expliquer dans quel état je suis, surtout avec le temps passant et en voyant les non-réactions de toutes parts. Alors, normalement, dans ce carton, je dois avoir ce qu'on cherche.
ces mots-là, je les ai trouvés sur Internet. J'ai croisé un post. Je ne sais pas si c'est une manifestation aux États-Unis ou pas. Et c'est un gars qui avait ce panneau-là. J'ai dit, il faut absolument que moi, je fasse ce carton-là qui est hyper important. Real Men are feministes. Ça, c'est essentiel, essentiel pour qu'on avance. Donc là, c'était à peu près il y a 1 an et demi. Amira Merabet, qui a été en fait brûlée vive par un gars qui voulait sortir avec, et il lui a balancé de l'essence dessus et il a mis le feu. Donc la nana, elle est morte brûlée vive. C'était en Algérie. À force de voir toutes ces violences, ben moi j'en arrive au stade de faire écœurante société patriarcale, parce que c'est vraiment là-dedans qu'on est. Des violences à gogo, mais visiblement qui n'intéressent pas grand monde. Tabasser, humilier, rabaisser, bah ça c'est pareil. Avant d'être assassinées, c'est-à-dire que ces femmes vivent des violences énormes pendant des mois, voire des années, d'humiliation, de violence. Donc forcément, bah, je l'affiche. Quand il y a un assassinat, quand il y a un féminicide, bah, il y a ça qui va avec. Et d'ailleurs, dans les féminicides, il y a toujours des viols. La culture du viol qui est juste en dessous, là, c'est très, très imprégné. Nous, visiblement, nous appartenons peut-être aux hommes. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils pensent. J'ai commencé à avoir cette domination masculine, en fait. C'est avoir cette société patriarcale, c'est en étant sur d'autres luttes que je l'ai enfin, à 47 ans, perçu. Enfin, 46 à l'époque. Des menaces de mort sur les femmes. Ah, tiens, ok. Donc là, Catherine Deneuve, elle méritait bien un carton. Les cartons, c'est le moyen le plus simple, le moins cher et hyper efficace de communiquer quand on est personne. En voyant un article sur Facebook où Catherine Deneuve se prononce sur le fait qu'elle ne trouve pas ça correct ou bien de s'exprimer sur le sujet des violences sexuelles, elle ne trouve pas ça bien de s'exprimer sur Internet, bah c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible, bah je vais l'afficher. Ah ouais, ah on n'a pas à s'exprimer, ah nous femmes anonymes, nous non, il faut pas qu'on parle nous. Donc je dis bah très bien, bah moi je vais parler de Catherine Deneuve alors. C'est comme ça que j'ai fait le carton La honte Catherine Deneuve, que j'avais emmené à la première marche, au premier rassemblement MeToo. Je suis un peu, je sais pas, je dirais dans un état de choc, en colère, très triste, écœurée, tout en étant super motivée d'ailleurs pour attraper cette lutte et pas la lâcher, parce que je vois bien qu'elle dérange tout le monde. Elle dérange tout le monde, donc ça veut dire si elle dérange tout le monde, personne ne va en parler, ça veut dire on va éteindre, on va refermer le couvercle. Et pour moi, ça c'est pas envisageable. Et ce qui me choque plus particulièrement, c'est pas les violences ignobles que j'ai lues, mais c'est les non-réactions ou les réactions pourries de mecs ou de nanas, mais particulièrement de mecs. Et je me suis dit comment c'est possible de faire les morts avec ce qui est en train de se passer. Comment c'est possible à ce point-là de faire les pics crevés, de rester au fond du Titanic et d'essayer de nier à tout prix ce sujet-là qui touche, je pense, la plupart d'entre nous. Il y a environ 15 jours, j'ai eu envie de faire un carton « Je t'aime » et me l'accrocher autour du cou. Mais je ne savais absolument pas ce que ça allait générer chez les gens. Et en fait, ça a été extraordinaire. Il se trouve qu'en l'occurrence, j'allais au Puce de Saint-Ouen avec une amie. Et j'ai envoyé de l'amour sans le savoir, sans le faire exprès. C'est extraordinaire. Je crois que c'est mon plus beau carton, en fait. Tellement il est fort. C'est un mot qui parle à tout le monde. C'est vrai qu'on est dans une société qui n'est pas du tout basée sur l'amour, la bienveillance. On n'est pas du tout là-dedans. Mon propos n'est absolument pas la haine ou quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est qu'on avance. Ce que je veux, c'est comprendre la mécanique, cette fabrique des violeurs, qui est une véritable fabrique, comprendre les mécanismes, les dénoncer et changer les choses pour qu'un autre homme soit possible et un autre humain soit possible. Parce que si je suis moi, femme, si on arrête de me maltraiter, si on arrête de me rabaisser, je serai une autre femme et je serai une meilleure femme. Et c'est là que m'est venue l'idée de faire des chœurs hommages au plus de victimes possible. Ces femmes ont un nom, ces femmes ont une identité. Et les mettre dans un chœur, je trouvais ça génial parce qu'en même temps, j'envoie de l'amour. J'envoie de l'amour à ces femmes qu'on veut renvoyer au silence. Et ça fait des millénaires qu'on est dans le silence. Donc il y a un moment, il faut arrêter les conneries.
Vengeance pour toutes celles qui n'ont plus d'elles, qui ne sont plus elles-mêmes. Ne me dévisage pas comme ça, je suis comme toi, en beaucoup plus droit, beaucoup plus droit. Raison au silence, c'est une page qui permet de recueillir des témoignages, de faire véhiculer des informations diffusées concernant les violences, les agressions sexuelles. Donc tout ce qui est, nous partageons, nous relayons des informations concernant les chiffres sur les agressions, sur les violences. Récemment, j'ai relayé le dernier féminicide, nous en sommes à 34 depuis le mois de janvier 2018. La dernière victime avait 14 ans. Les femmes viennent nous parler en message privé et c'est vraiment à but d'aider ces femmes à parler, tout simplement parler, leur faire comprendre qu'elles ne sont plus seules, qu'elles auront un soutien, une écoute, que nous-mêmes avons vécu ces violences. Nous avons aussi relayé une information qui circulait sur Twitter, comme quoi un article stipulait que si une femme refuse de faire l'amour, ça donnait des moyens d'arriver à ses fins. Des femmes nous demandent de publier sous un pseudonyme, d'autres ont le courage de dévoiler leur nom, de le faire sous leur vraie identité. Ça interagit beaucoup sur la page, sur les commentaires. Il y a énormément de messages de soutien lorsqu'une femme témoigne. C'est beaucoup des personnes marquées par tout ça des années après. Et nous, c'est très important pour nous de leur faire comprendre le phénomène de l'emprise qui est très peu connu dans l'entourage des victimes. MeToo, ça m'a permis de voir que je n'étais pas seule à avoir vécu les viols, les agressions. Je me rends compte que on est beaucoup plus nombreuses que ce que je pensais. C'est vraiment un phénomène de société qu'il est temps de prendre en compte, qu'il est temps que les pouvoirs publics prennent des mesures enfin concrètes pour que ça cesse, que la justice prenne enfin compte les plaintes des victimes de viol, que ces classements sans suite cessent, que le viol soit vraiment criminalisé et jugé aux assises et non plus correctionnalisé et requalifié en agression sexuelle, parce que je me rends compte que c'est aussi de plus en plus le cas et ça c'est pas normal. Bienvenue à toutes pour cette journée un peu spéciale du coup autour de l'art-thérapie. Donc je suis Viviane, je suis art-thérapeute, ou plutôt dramathérapeute puisque je fais de l'art-thérapie avec le théâtre. Cette journée elle est pour vous-même, chacune de vous, mais aussi pour vous en tant que groupe. Qu'est-ce qui peut vous aider de manière créative à continuer votre chemin vers la reconstruction, vers ce dont vous avez envie. Et on tombe. L'art-thérapie, c'est vraiment proposer un accompagnement créatif et de pouvoir transformer cette expérience d'une manière à ce qu'elle puisse vraiment se reconstruire grâce à leur imagination, grâce à leur corps, en puisant dans leurs ressources personnelles. Vous les femmes, les timides et les grandes gueules, les vulgaires et les plus subtiles, les salopes et les saintes, les raffinées, les négligées, les bombasses, les garçons manqués, celles qui se battent et celles qui sont battues, celles qui disent non et celles qui ne savent pas dire non, celles qui rampent, qui s'accrochent, qui partent, qui parlent, celles qui trouvent des mots pour leurs mots, celles qui crient et celles qui restent en silence, celles qui se réunissent et s'organisent et celles qui sont seules. Emprisonné, bâillonné, maltraité, humilié, tabassé, rabaissé, violé, dénigré, invisibilisé, sous-estimé, abîmé, utilisé et jeté. Debout, révoltons-nous, plus jamais comme avant MeToo. Vous les femmes, vous ceci, vous cela, blablabla, blablabla. Nous ne sommes pas tous des humains avant tout? Pourquoi dissocier, associer, assembler, séparer, juger?
Aimez-vous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Et si la vérité était bien là, aussi indécise que précise, bête et interprète. Et si les mots n'avaient plus d'importance ni de sens, me reste juste à convaincre le reste du monde, me reste juste à me convaincre moi-même. Si belle et éternelle, remplie de vie et de joie, dans ce miroir tu te vois, prête à sortir, tu franchis le pas. Enfin, dehors, ton corps se remplit d'angoisse, par peur, encore, de croiser une enflure. Quelle jolie poitrine, c'est quelle taille? Je peux toucher? Allez, s'il te plaît. Oh là là, que de manière. Pardon, c'est de ta faute. Tu n'aurais pas dû me laisser faire. Je ne suis qu'un homme, je n'y peux rien. Moi, j'aime le sexe. Mais tu n'avais qu'à me mettre une baffe. J'aurais compris, c'était anodin. Juste une caresse pour te montrer l'égard que j'ai pour toi. Et confiance. L'art-thérapie, ça va être une manière de donner une forme à ce qui est indicible, là où on ne peut pas mettre de mots en ce qui concerne le trauma, et de redonner un ordre, un sens à sa vie avec cet événement, et de pouvoir, en fait, en le métaphorisant, pouvoir l'intégrer à sa propre histoire et de faire en sorte qu'il soit moins destructeur dans sa vie, qu'on puisse commencer à en parler, à le transformer librement sans que ce soit trop douloureux. C'est une manière de pouvoir le réintégrer à sa vie. Elle vous a piqué la place. Non, mais restez. Restez. J'ai besoin absolument de parler. Bon, c'est pas possible, je suis restée trop longtemps dans le silence. Je vous en prie, j'écoute. Sinon, reste. Je dois partir. Il y a une chaise sur scène qui représente le moment présent. Et vous allez donc vous avancer dans une certaine émotion qui va représenter le passé. Au moment de la chaise, ce sera le présent, comment vous vous sentez en ce moment, et ensuite le futur. À ces 3 moments, vous prenez le temps que vous voulez. Vous pouvez parler ou pas, vous pouvez danser, voilà, ce qui vient. Ça m'a fait, en tout cas pour moi, beaucoup de bien de voir aussi tout ce partage, les autres expériences, de se dire que on est plusieurs à avoir vécu plein de choses, même si c'est des choses différentes. En tout cas, des choses fortes, difficiles. Et moi, j'aurais juste rajouté, si j'aurais dû rajouter quelque chose, c'était quand j'étais au sol, juste rajouter morte. Et en partant, j'aurais aimé dire libérée et lâcher mes cheveux, et voilà. Moi, ça m'a beaucoup touchée de vous voir toutes. Mais ça m'a mis dans un état pas facile. Et là, j'ai un peu du mal à en sortir. Ce pacte qu'on vient de faire ensemble, cette promesse de croire en tout ce qu'on se donne et de le vivre et de le porter aux autres, on va le signer en disant chacun notre nom, une après l'autre. Viviane. Marie. Sandrine. Kama. Marie. Annabelle. Méline. Laetitia. Isabelle. Est-ce que ça va? Oui, câlin collectif. Dans le cas des violences, il y a une position d'oppresseur et d'oppressé dans lequel on se sent enfermé. Et du coup, on va pouvoir essayer de remettre en jeu ces rôles-là, essayer de voir comment on peut les transformer pour trouver une position dans laquelle on puisse continuer à avancer et continuer à vivre et pouvoir transformer cette oppression en quelque chose qui ait du sens pour nous, pour lequel on arrive à trouver une signification. Des cartons de je t'aime. Plein d'énergie.
forte. Des palettes de solidarité. Un grand amour. De l'énergie. De la force. Du courage. Moi, je mets un petit papier avec dessus, il y a marqué Tu n'es pas seul. On compte dans le monde des praticiens dans plus de 80 pays, donc c'est vraiment une pratique qui est en train de se développer énormément. En France, c'est arrivé vraiment là dans ces dernières années. Et ça se pratique en institution, d'un côté thérapeutique, mais ça peut être aussi dans l'éducation ou dans le social. Donc ça va élargir encore les secteurs d'intervention des art-thérapeutes. Toutes. Émouvant. Combat. Onde très positive. Force. Partage. Puissance. Souffrance. Merci. Merci. We will never give